Le coup tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme, hein, comme disait le suprême NTM, on est encore là, le coup tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés, des interviews et des previews. Alors on se retrouve 2 fois par jour, hein, cette semaine de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico 2025. On vous propose 2 épisodes par jour, donc pour ce 255e épisode, on va se retrouver pour la preview et pour les pronostics de la 5e étape de Paris-Nice, et dans l'épisode suivant, l'épisode que vous aurez juste derrière, le 256e épisode, vous aurez la preview et les pronostics de la 4e étape de Tirreno Adriatico. Il est dans la place avec nous, avec vous, à l'écoute du podcast Le Coup Tordu pour cette preview de la 5e étape de Paris-Nice. Monsieur Thibaut, alias Latib. Il va bien, mon Thibaut ? Eh ben, il va plutôt bien. Écoute, pas mal fatigué, mais j'ai planché pendant plusieurs heures sur cette étape de Paris-Nice pour faire la preview, parce que le final, je l'ai décortiqué de bout en bout sur les 47 derniers kilomètres. Ça va être de la belle preview, de la grande preview, comme on aime, mon Thibaut. Et alors, également présent avec nous dans le podcast, pour ceux qui ont vu Star Wars, à un moment donné, ils vont dans le 7e épisode, je crois qu'elle part chercher Luke Skywalker, voilà, qui est le Jedi ultime. Et c'est un petit peu son équivalent sur Side Limit, c'est au-dessus du GOAT, c'est le Jedi. Monsieur Petit Juju est avec nous dans le podcast, dans le coup tordu. Ça va, Juju ? Ouais, salut la team, ouais, merci pour la présentation, Vincent. Ça va très bien, et bien mieux que les coureurs qui ont eu une journée très difficile. Ouais, ça, on va en reparler, hein, sur Tirreno et sur Paris-Nice, ça a plu dans tous les sens. Donc Juju, on t'avait eu un manager Side Limit, bien évidemment, record de gains en 2024, hein, tu vas rappeler à tout le monde combien t'as pris sur Side Limit en 2024 ? Ouais, autour de 2400 €, je crois, de mémoire, ouais. Ouais, sans les ventes, hein. Oui, uniquement, ouais, uniquement les races, les multi-races et les multi-tours. Et une belle saison 2024, 2025 a démarré plus doucement, mais là c'est bien reparti en mars. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que t'as eu, on va dire, un petit... comment ça s'appelle là quand on démarre la voiture, un petit calage au départ, mais là ça y est, là t'es en train de remettre les pendules à l'heure. T'as pris 100 balles récemment c'était quel multi-race où t'as pris les 100 balles là, c'était c'était l'UAE Tour. Ouais, voilà. L'UAE Tour, ouais. L'UAE Tour où t'as pris les 100 balles, donc voilà, là t'es repassé en tête on va dire du tip count, les prize money sur Side Limit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus serré, mais on est qu'au début de la saison, bien évidemment. Thibaut, t'allais dire un truc ? Pas du tout. D'accord. Ok. Très très bien. On attaque avec l'actualité vélo avant la 5e étape de Paris-Nice ? Allez, vas-y. Allez, on y va. Thibaut, tu commençais à en parler un petit peu dans les messages privés, hein, tu voyais que ça bougeait un petit peu dans tous les sens. Alors c'est la rumeur, le bruit qui court en ce moment, on sait que pour Arkea, c'est pas la fête, et là on va plutôt du côté de chez Jean-René Berdodo qui pourrait en tout cas, c'est la rumeur, perdre son sponsor principal, à savoir Total. Exactement, on sait que Total et Ineos ont quelques liens, et je te renvoie vers l'article que Vélo Futé vient de publier via l'enquête que Romain a fait pendant les quelques jours où l'info est sortie, pour aller un peu plus dans le détail et surtout publier un article dans les colonnes françaises qui n'est pas encore présent. Et du coup, on voit quand même qu'il y a des petits liens déjà inter-entreprises, et que il y aurait aussi peut-être des intérêts un peu sportif pour les 2 sponsors. Donc c'est vrai que on avait déjà des rumeurs comme quoi Total avait déjà prospecté quelques autres équipes, notamment Bahreïn, parce qu'ils s'intéressaient à Lenny Martinez, qu'ils avaient peut-être envie d'une meilleure vitrine que Total, qui est en pro team et qui malheureusement va le rester, qui va descendre au classement ICI et peut-être avoir moins d'invitations. Du côté de Total, on a peut-être envie de voir ailleurs, et surtout d'avoir une meilleure pancarte publicitaire, on va dire. Donc allez voir l'article de Romain sur Vélo Futé, je le dis, je le redis, hein, c'est pas pour dénigrer les autres sites, il y a des gens qui travaillent bien, qui font du très très bon travail, mais Vélo Futé est pour moi, de mon point de vue, le meilleur site de cyclisme qui existe à l'heure qu'il est. Et sans spoil l'article, est-ce que la solution un petit peu à la Red Bull, hein, on sait que la Red Bull est à la fois sponsor de Tudor et à la fois sponsor de Bora, est-ce que on va dire la solution d'avoir une Total Direct Energy et une Total Ineos ou Ineos Total,
Est-ce que c'est quelque chose qui d'après Romain est envisageable ou c'est vraiment ou Jean-René Bernaudot où on part chez Dave Bradford, en tout cas ce qui reste de ses équipes? J'ai pas lu en entier, j'ai pas encore eu le temps de lire en entier l'article de Romain, donc je vais pas non plus dire de bêtises en potentiellement te disant mon hypothèse. Pour le coup, je te renvoie vers l'article. Moi, je vais lire une fois qu'on aura fini les podcasts, parce que j'étais quand même pas mal pris sur la preview et alors, il nous a dit qu'il avait terminé le truc, que ça a été quand même soumis un peu à validation. On a fait les choses proprement et du côté de Romain, il a quand même envoyé l'article à l'attaché de presse de Total pour au moins savoir si c'était pas gênant, si ça allait, si ça convenait, si ça emmerdait pas trop. Parce que le but, c'est pas non plus d'enfoncer des portes ouvertes et des équipes qu'on aime bien déjà de base, et puis les mettre en délicatesse. Donc pour tout ça, tu vois, la publication, elle est quand même allée très vite parce que il y avait l'hésitation entre attendre un peu, la publier, savoir quand la publier, et au final, elle a été publiée là, maintenant, tu vois, tout de suite. On en fait un peu plus la promo, on va dire, sur les réseaux sociaux, alors que traditionnellement, le soir, marketingement, on va dire, on partait plus sur la promo de l'étape du jour, tu vois, enfin de l'étape du lendemain. Et la promo de l'étape du lendemain, on la fera demain matin, parce que je pense que le dossier urgent, dans l'absolu, à mettre en avant, c'est peut-être un peu plus le dossier Total Ineos. T'as suivi tout ça, toi, un petit Juju? J'ai suivi d'assez loin, mais clairement, moi, je pense qu'il y aura une réglementation à terme sur ces potentiels doubles sponsoring. Hein. Je vois pas comment ça peut subsister dans le domaine du cyclisme. Enfin, il y a un conflit d'intérêt si jamais il y a les deux, le double sponsoring. Ouais, pour l'instant, moi j'ai l'impression quand même, sur les premières infos qui sortent à droite à gauche, j'ai l'impression qu'on part pas là-dessus, parce que sinon on tirerait pas la gueule du côté de la Total Energy. Je veux dire, du côté de chez Red Bull Bora, finalement, quand la Tudor a récupéré aussi Red Bull comme sponsor, à la Bora, ça a pas posé de problème. Chacun a son argent, peut payer ses coureurs. Là, je crois qu'on n'est pas exactement dans la même situation, Thibaut. Ouais, et puis c'est des cas différents, on va dire, parce que là, c'est vraiment l'entreprise Total Energy qui sponsorise, que par exemple, tu vois, on voit aussi des coureurs qui eux-mêmes sont sponsorisés par Red Bull. Mais par exemple, Tom Pidcock, il est sponsorisé par Red Bull, mais par la filiale britannique. Wout van Aert, il est sponsorisé par la filiale belge même, je pense. Ce qui serait logique. Donc il y a quand même plusieurs entités, et ce qui permet d'avoir plusieurs contrats de sponsoring dans différentes équipes avec différents coureurs. On suivra tout ça. De toute façon, c'est vrai que depuis 1 an et demi où il y avait eu la fameuse histoire de la fusion qui n'a pas eu lieu, on sent que ça peut, et ça arrive très souvent dans le cyclisme. À un moment donné, il y a des équipes qui pètent, qui coulent, il y en a d'autres qui arrivent. On voit que la Tudor pousse, on voit que la Q36.5 pousse énormément. On voit que il y a un embouteillage. On en parlait dans le podcast d'hier pour avoir des wildcards pour les grands tours de cette année 2025. On enregistre le podcast le 12 mars. Voilà, on n'en saura pas plus avant le 26 mars, qui est quand même très très tard pour savoir quelles seront les équipes invitées sur le Giro et sur le Tour de France. Donc voilà, ça risque probablement de bouger pour 2026. Et puis en plus, on arrive à la fin du fameux cycle de 3 ans avec les montées, les descentes. On suivra tout ça. Deuxième. Oui, mais pour revenir quand même un peu sur le sujet, c'est que ce qui facilite un peu, on va dire, ce type de dossier, et notamment ce qui donne de la crédibilité dans l'absolu à cette possible, on peut pas parler de fusion, mais plutôt d'acquisition d'un nouveau sponsor et de la fuite en avant en fait de l'équipe française vers l'équipe britannique de Total. Il y a deux aspects. C'est Ineos qui a quand même annoncé avoir quand même des envies de céder un peu ses actifs, notamment dans le domaine sportif, parce qu'il y aurait quelques difficultés dans l'entreprise. On parlait même de rumeurs au sein de Mercedes pour se débarrasser d'Ineos en F1. Après, il y a les rumeurs, il y a les on-dit, il y a les faits, mais il y a quelques difficultés. Et puis, on voit quand même que du côté français, Total et Ineos sont quand même
très lié avec l'axe éthylène. On est dans le domaine énergétique, donc là on est dans l'extra sportif, mais on rejoint à la fois le sportif où Total pourrait remplacer Ineos, ou du moins combler ce que Ineos veut en moins dans ce sportif et notamment dans le cyclisme. Et puis il y a l'extra sportif avec le domaine économique. Bien sûr, ouais, ça joue dans des bureaux avec des mecs qui ont des gros ventres et des gros cigares, et compliqué de savoir ce qui s'y passe et ce qui s'y dit précisément. Deuxième actualité du jour, une nouvelle équipe qui arrive sur Side Limit. Ça, petit Juju, t'as dû suivre. Équipe très très intéressante, l'équipe danoise Colo Quick qui débarque dans le jeu, 27e ou 28e équipe je crois, a débarqué sur Side Limit. T'as eu le temps de suivre ça, Juju, de regarder un petit peu où est-ce que t'allais aller faire ton marché? Ouais, j'ai vu vite fait le retour de Tobias Agardansen dans le jeu, qui était à Team Léopard il y a 2-3 ans. Depuis l'arrêt de la Team Léopard, il y avait plus d'équipe scandinave licenciée sur le jeu, donc là, en retour d'une équipe scandinave, quand durant l'été, pendant le Tour de France notamment, il y a des épreuves en Scandinavie, ça permettra d'avoir des coureurs supplémentaires sur ces compétitions. Thibaut, la Colo Quick qui a formé notamment un double vainqueur du Tour de France, par exemple, voilà, Jonas Vingegaard. Donc je vous le dis, vous tous à l'écoute du coup tordu, et pas que. Voilà, c'est ce genre d'équipe intéressante à prendre des petits coureurs, essayer de détecter tout ça, parce que quand il y en a un derrière qui perce et qui monte en World Tour, par exemple, petit Juju, tu parlais de l'équipe Léopard, on a eu Tim Tontenberg par exemple, qui était à la Léopard et aujourd'hui qui est en World Tour à la Lidl Trek. On avait qui d'autre du côté de la Léopard il y a 2 ans qui a percé. Bon, Brenoge, lui, il a fait le Portugal, et on a Wenzel qui est du côté de la Kern Pharma qui est en Pro Team. C'est ça. Ouais. Donc... Et Heidemann aussi qui a changé. Après, il y en a beaucoup qui avaient été arrêtés après l'arrêt de la Team Léopard. Mais c'est vrai qu'après, il suffit d'avoir le bon. Voilà, Thomas avait Tim Tontenberg. Il avait acheté la carte unique à 100 balles. Il l'a revendu 550 balles, là, tout récemment, C'est la plus grosse vente de l'histoire de Side Limit. Donc, il a fait x5,5 sur son talent de scouting. Donc, ça, c'est vraiment un gros good game. Petit Juju, t'as regardé un petit peu les coureurs, là? Il y en a 2-3, là, sur lesquels tu vas aller, ou t'as zioté un peu tout ça? Je connais assez mal l'équipe. Il y a que des Danois dans l'équipe. Là, ils sont 15 dans l'équipe cette année. Une moyenne d'âge assez faible, puisque il y a qu'un seul coureur depuis 24 ans, donc qui est Emile Toudal. Voilà. Si je regarde le ranking, il y a Joshua Gunnist qui est celui qui a marqué le maximum de points sur PCS, mais voilà, sur des rangs inférieurs. On est sur une Conti qui va faire quelques courses en dehors de Scandinavie. On va la retrouver notamment sur le circuit des Ardennes, mais voilà, sur des petites courses des points 2 ou des points 1. Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est normal que ce soit une équipe avec un jeune effectif, vu que c'est plus une équipe, une Conti un peu formatrice, donc c'est assez logique dans l'absolu. Le Gundiz, là, donc tu parlais, qui a terminé 11e du Tour du Danemark, dernier Tour du Danemark. Il y en avait un petit aussi, là, j'ai perdu le nom, qui avait fait 8e du Tour de Lombardie U23, qui avait fini 4e au classement des jeunes de ce Tour du Danemark, que j'avais, voilà, c'est ça, ouais, Thor Troelsen, voilà, qui est encore très très jeune, il a 19 ans. Ça a l'air pas mal. Lui, ça a l'air pas mal. Voilà, mais il y a pas de mauvais coureurs, quand on gratte un peu. Ils viennent faire des 2.2 en France. Souvent, voilà, ils sont assez bien classés. Toi, Thibaut, il y a un mec ou deux que t'as repéré dans cette équipe? Moi, honnêtement, j'ai pas fait la revue de l'équipe de 2025, pour être honnête. Donc, là, ils arrivent sur Side Limit, donc pourquoi pas plonger un peu plus dans le dossier. Mais bon, c'est des coureurs que tu vas voir aller à l'échelon professionnel, mais sur les dernières années, ça va plus du côté de la Uno X, ce qui se comprend, équipe scandinave. Mais c'est vrai que les deux plus gros noms qu'on a vu sortir de cette équipe, ça reste Jonas Vingegaard, et Jonas Vingegaard, à la base, c'était pas le premier nom détecté par Feu la Jumbo à ce moment-là. Ils étaient plus sur le dossier Price Petersen. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai, ouais. Non, ouais. Et ils ont dit, mais attendez, on a un autre gars là, Jonas Vingegaard, vous devriez regarder, il est pas mal. C'est vrai, Thibaut, mais il suffit d'aller choper le bon, qui est 2-3 ans plus tard en World Tour, et puis ça permet de récupérer des coureurs à pas cher, et puis de faire de belles plus-values sur Side Limit. Je vous redonne notre code de parrainage en rappelant que Side Limit n'est pas partenaire, n'est pas sponsor de ce podcast, hein, c'est simplement un projet auquel on croit, on en parle depuis le début du podcast. Notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, et puis on refera bientôt un tirage au sort pour vous offrir des rewards en passant par notre code de parrainage. Thibaut, on passe sur cette 5e étape de Paris-Nice. Et passons sur cette 5e étape de Paris-Nice. Allez, le parcours. Le parcours il est casse-pattes, hein. Si tu vas sur l'article en détail que j'ai rédigé pour Vélo Futé, honnêtement, on va pas se pencher sur la première moitié, voire les 2 premiers tiers de cette étape. Ce qui va nous intéresser, c'est ces 50 derniers kilomètres où il va y avoir déjà de la tension en amont du premier mur. Parce que oui, en fait, dans ce final, ce qui va être assez spécifique, c'est qu'on a un final, j'ai envie de te dire, taillé un peu façon ardennaise. On n'a pas beaucoup non plus de difficultés, hein, mais c'est des montées qui seront très raides sur des routes étroites, et du coup, ça va favoriser peut-être des courses de mouvement qui vont en plus être favorisées par un vent qui sera quasiment inexistant, et même s'il souffle, il est plutôt favorable, mais surtout une pluie battante, et qui dit journée détrempée dit journée potentiellement plus usante et plus cassante. Est-ce qu'on est sur des grosses routes ou on est sur des petites routes, hein, il va y avoir une bataille de placement, hein. C'est de l'alternance en fait, parce que quand tu arrives au pied de ces bosses, la route se rétrécit, et se rétrécit en général pendant 3-4 kilomètres. Après, tu récupères de la bonne voie, mais parfois tu récupères des voies beaucoup plus larges, sauf que tu l'entames direct par une descente. Donc pour te repositionner, ça paraît un peu plus compliqué. Après, tu commences à 47 km, tu as un enchaînement de difficultés, puis après tu as une amorce où tu vas avoir une dizaine de kilomètres beaucoup plus tranquille, donc tu as le temps de te replacer. Mais après, tu vas pouvoir enchaîner avec d'autres parties où justement ça se rétrécit, et c'est surtout en fait les 18 derniers kilomètres qui vont être clés, parce que quand tu arrives sur cette côte de la mairie d'Arzé, là tu as la route qui se rétrécit pendant 3 kilomètres. Tu arrives dans les étangs, tu redescends direct, tu as un répétition, et au sommet de ce répétition, tu as le sprint intermédiaire, et qui dit sprint intermédiaire dit quoi? Dit bonification. Donc route étroite, mur, et puis mur bien raide, hein. On parle quand même de pourcentage à 2 chiffres dans ce mur. À 18 km de l'arrivée, déjà tu peux avoir la course qui s'emballe et qui ne jamais s'arrête, parce que même si tu as de grands bouts de ligne droite, le fait que la pluie, que les attaques à tout va et un peu étirer le peloton, casser le peloton pour se réorganiser, revenir, c'est compliqué. Mais si jamais ça se doit se décider dans la dernière des difficultés, va falloir être costaud, parce que c'est plus dur que le mur de 8. Juju, pour toi, quel scénario sur cette étape? Est-ce que tu l'as un petit peu scénarisé, et parce que c'est pas si simple, et est-ce que tu donnes du crédit à une éventuelle échappée matinale? Ouais, non, c'est clairement pas si simple, et j'ai pas regardé la météo, mais elle pourrait avoir une influence un peu comme on l'a eu aujourd'hui, hein, avec peut-être des descentes dangereuses, hein, derrière ces murs-là. Donc moi, ce que je vois demain, c'est plutôt 2 courses en une, avec une échappée qui part vraiment sur la première moitié de l'étape, hein. On est sur une étape assez longue de 203 km quand même. Donc je vois plutôt une échappée qui se joue la victoire, mais derrière les coureurs de GC qui vont bien s'envoyer sur ces 47 derniers kilomètres. Thibaut, est-ce qu'on a un risque de voir ce qu'on a vu aujourd'hui, éventuellement des endroits dangereux et peut-être une course neutralisée par endroit s'il pleut beaucoup? On voit quand même des températures qui seront peut-être un peu plus élevées, donc ça va, mais par contre
la journée va être totalement détrempée. Et les descentes, elles sont pas non plus sans technicité. Donc, il peut y avoir une certaine dangerosité, une nervosité qui se crée. Et pour ça que la course, ce serait mieux qu'elle s'emballe plutôt qu'elle reste groupée. Et question de scénario, je suis pas d'accord. Moi je suis partagé. Je suis partagé. On va en parler, Thibaut. Pour moi, alors. Voilà, c'est la question pour rebondir un petit peu sur ce que je disais, petit Juju. Pour toi, à partir de quel coureur, voilà, on va pouvoir laisser partir au classement général, c'est-à-dire qui peut avoir un bon de sortie. Par exemple, Ben O'Connor qui est désormais 20e à 2,30, est-ce que ça part ? Non, jamais. Non, voilà. Donc on peut descendre jusqu'où ? Voilà, les DS des équipes qui tiennent la course et qui vont jouer le classement général. Donc je rappelle, tout le monde a suivi l'étape, Vingegaard qui récupère le maillot jaune après la victoire de Joao Almeida. Donc les Visma sont premier et deuxième. La Lidl Trek va jouer le podium avec Skelmose. La Red Bull, à mon avis, voilà, il y a que 3 secondes d'écart, donc je pense qu'ils vont pas non plus laisser filer. Almeida et les UAE, je pense qu'on aimerait bien également retourner le classement général. Une donnée également à prendre en compte, et ça peut-être que Thibaut, tu vas peut-être aussi le prendre en compte dans ton analyse en disant que pour toi tu vois un GC Day, c'est qu'on n'est pas sûr du tout que l'étape de samedi ait lieu. Voilà, il est très probable que l'étape qui soit prévue samedi n'ait pas lieu, et du côté d'ASO on serait déjà en train de chercher des plans alternatifs, mais on a déjà vu l'étape du samedi annulé sur Paris-Nice quand vraiment le temps est trop mauvais. Donc on pourrait aussi avoir une étape décisive, parce que si je dis pas de bêtises, Thibaut, vendredi ça serait sprint. Ouais, donc voilà, donc vendredi sprint, donc il resterait que l'étape de Nice éventuellement pour remonter au classement général. Donc voilà, ça aussi ça peut être une donnée à prendre en compte, et c'est-à-dire à savoir faire aujourd'hui, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc toi Thibaut, à partir de qui au classement général on peut avoir un bon de sortie et ne pas considérer être comme trop dangereux pour, on va dire, intégrer le top 5, top 6. TDS, t'es dans le bus, tu mets la limite où ? Je mets la limite avant Trentin, parce que les 4 minutes et quelques, tu peux laisser filer. Après, Trentin, je pense que même si tu lui laisses ces 5 minutes d'avance, c'est pas le plus gros dangereux au général. Et puis après, des coureurs comme Narvaez, par exemple, tu peux les laisser aller en échappée. Tu sais très bien que tu vas pas leur donner 7 minutes, et que même s'ils vont au bout, allez, ils opèrent un rapprochement, mais est-ce que c'est bien grave de leur donner un crédit de 2 minutes? Oui, c'est vrai. Toi, petit Juju, tu mettrais la barrière à quel endroit? Ouais, moi je pense qu'ils peuvent même laisser partir un peu plus haut, et tout dépendra des noms. Mais autant je vois le peloton laisser partir Raoul Garcia Pierna qui est 22e à 2,42, mais pas Félix Gall qui est juste en dessous de lui à 1 seconde. Donc voilà, ça dépendra des noms aussi qui composeront l'échappée. Moi je vais un petit peu dans ton sens. Voilà, moi je pense que le dernier coché, Jordan Jegat, 25e, je pense qu'après on peut laisser partir. Mais à 3 minutes. Ouais, parce que donc un Ben O'Connor, tu le laisses partir. Alors Ben O'Connor Ben O'Connor, il est 20e. Donc Ben O'Connor non, il est il est derrière cette tu vois, les mecs un peu loin, dangereux, peut-être un Cepeda, tu vois, par exemple, tu regardes un peu, mais sinon les autres, peut-être stratégiquement, t'évites effectivement qu'un Jonathan Narvaez, mais enfin il est à 8 minutes 29, se replace trop facilement, donc voilà, donc ouais, il va y avoir 4-5 équipes quand même un petit peu pour pointer l'échappée. Donc moi je suis vraiment très très indécis sur ce scénario. Alors Thibaut, toi pourquoi t'es plus sur un GC Day? Je suis plus sur un GC Day parce que justement je suis pas sûr que l'échappée ait un gros crédit. On a certes des écarts qui sont rallongés au général, mais tu vas pas non plus laisser certains coureurs se rapprocher. Beaucoup de champs à cette échappée. Et à partir du moment où tu vas arriver dans cette sélection de murs, en fait, le rythme va forcément s'accélérer et les envies vont aussi venir. Et puis, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est ce qu'on a vu des Ineos aujourd'hui.
Est-ce que ça pourrait pas les inspirer pour recommencer, ou même inspirer d'autres équipes? Et au vu de ce qu'on a vu, par exemple, d'un Jonas Vingegaard qui n'était pas forcément impérial, il y a peut-être moyen d'aller prendre les Visma Lease the Bike. Et ça, théoriquement, les Emiratis l'ont vu et l'ont bien digéré comme information. Donc il y a moyen que les Emiratis, malgré un peu la défaillance de Pavel Sivakov, et on fera sans Pavel Sivakov, on tente de bousculer un peu cette équipe Visma Lease the Bike, parce que il y a le terrain pour les piéger. Est-ce que sur l'étape d'aujourd'hui, Juju, est-ce que finalement le grand vainqueur de cette étape 4 de Paris-Nice aujourd'hui, qui a été remporté par Joao Almeida, est-ce que finalement le vrai vainqueur, c'est pas Tadej Pogačar? Oui et non, parce que on est encore très loin du Tour de France. Jonas, il a le temps de monter en régime. Voilà, certes, il s'est fait surprendre par Almeida sur les derniers hectomètres aujourd'hui, mais avec la coupure, la neutralisation qu'il y a eu, et tous les coureurs se sont dit gelés par cette période-là. Voilà, je pense qu'on a eu une fin d'étape qui, dans certains coureurs, n'était pas à 100%. Ouais. Donc c'est difficile à savoir. Moi, qui est fin. On est en famille, et je vais même te dire que Jonas Vingegaard n'a pas perdu face à Tadej Pogačar aujourd'hui, mais il a perdu bien avant. Ouais, pour toi c'est déjà... Non, moi je reste sur mon hypothèse, qui ne reste qu'une hypothèse, mais on l'a bien vu après le Tour de France, et par exemple la perquisition des Bahrain Victorious qui volait littéralement sur la saison. Il y a eu une baisse de performance et de résultats, et là, depuis l'interdiction du monoxyde, je tente à penser que on risque d'avoir le même effet avec une Visma Lease the Bike qui est un peu en perte de vitesse. Donc est-ce que Jonas Vingegaard n'a pas perdu à partir du moment de l'interdiction? Peut-être. De toute façon, si on part là-dessus, ça veut dire qu'en réalité, le match va pas être entre Poggi, parce qu'on parle beaucoup du match Poggi-Jonas pour la première place, mais la réalité, ça va plutôt être un match Remco-Jonas pour la deuxième place. Si on parle là-dessus, Remco va vraiment se rapprocher de Vingegaard. Et ça peut être plus là, un petit peu le suspense du Tour. Après, oui, il faut raison garder. Le fait est que Vingegaard a montré des signes de force et de faiblesse aujourd'hui, mais comme en 2023. Et en 2023, il remporte le Tour de France. Donc, À 2023, il avait des problèmes perso au moment de Paris-Nice. Il y avait une petite com après de la Visma. Moi, ce Paris-Nice 2023, Après, on va rappeler quand même que Vingegaard n'a pas effectué de stage en altitude encore, et on sait que les stages en altitude... Et on va rappeler qu'il a commencé les entraînements beaucoup plus tôt pour se rapprocher et combler l'écart avec Tadej Pogačar. Donc à un moment, c'est soit il n'a pas fait d'altitude et il est moins fort, soit il a commencé plus tôt pour être beaucoup plus fort. Faut savoir, parce que les deux discours sont totalement opposés. Ouais. C'est vrai que c'est voilà. Il y a deux. On nous en fume, mais on nous en fume d'un côté, parce que on nous dit tout et son contraire. Voilà, c'est ça. T'allais dire un truc qui juge. Non, rien de particulier, mais après le Tour est encore dans 3 mois et demi, donc il peut se passer bien des choses ici là. Oui, non, ça on est d'accord. Ouais. Totalement. Bon les gars, ça va être l'heure de se mouiller. Alors petit Juju, vu que tu pars sur un scénario échappé, alors déjà, je vais juste rappeler, bien évidemment, comme d'hab, que jouer avec excès comporte des risques. On fait pas n'importe quoi avec sa bankroll. Je vais juste rappeler 3 petits points essentiels. Alors là, je pense que je parle un peu dans le vent parce que ça concerne pas vous qui êtes à l'écoute du podcast Le Coup Tordu. Ça concerne un peu plus 2-3 abrutis qui traînent sur les réseaux sociaux et qui comprennent rien. Passer des paris tous les jours, ça n'existe pas. Voilà, si vous voyez un mec qui se vante de dire je passe mes paris tous les jours, c'est un menteur, c'est un mytho. Le bilan, on le fait à la fin de la saison. Je rappelle qu'en 2024, Le Coup Tordu a géré
fait un ROI de 7,96%, qu'on est transparent sur la bankroll. Vous pouvez me demander le lien sur les réseaux sociaux, je vous le donne avec grand plaisir. En 2023, on a eu une année perdante, on l'a complètement assumé, il n'y a pas de problème, on était sur moins 3%, ce qui n'était pas non plus une catastrophe abyssale. Moi, je prône le management de bankroll ultra safe pour ne jamais avoir de problème, voilà, pour pouvoir jouer en détente, en démonstration. Mais voilà, je sais que vous, à l'écoute du coup tordu, vous l'avez totalement compris. Et donc, petit Juju, j'imagine que quand on part sur le scénario échappé, on a tendance à faire un petit peu sa petite liste de courses. Donc, je pense que tu vas avoir quelques noms à nous donner que tu as coché et que tu as peut-être pris en betting pour cette étape du jeudi 13 mars. Ouais, j'ai encore rien pris. Les cotes ne sont pas sorties sur les bouquets FR. Et moi, je joue sur on les a sur le bookref, Juju. Donc, s'il y a des noms qui t'intéressent, je peux te donner les cotes en temps réel. J'en vois quelques-unes, mais juste pour en revenir au profil de l'étape, c'est vrai que si comment dire la Ineos ou encore la Visma, la UAE veulent embrayer à 47 km de l'arrivée, l'échappée peut avoir 5 minutes d'avance, qu'elle va vite être comblée. Donc c'est difficile à savoir, mais pour rester sur l'échappée, moi il y a un coureur que j'aime bien et qui a perdu pas mal de temps aujourd'hui, avec un leader qui n'a plus rien à jouer. On l'a dit, on en a parlé, c'est Ben O'Connor. Donc moi le coureur c'est plutôt Mauro Schmidt qui aime bien ces courses-là. Alors j'ai pas de souvenir exact sur sa compétence sur des temps plus vieux, mais voilà, c'est le champion suisse. Je le vois bien performer demain. Alors Mauro Schmidt, alors j'arrive pas à trouver la cote pour l'instant, mais en tout cas ça doit être bien coté. Mais ouais, moi j'avais fait un petit tour, un petit 21. listing. 21 ? Ah, c'est pas très haut. C'est pas très très haut. Ouais, là ça veut dire que les books Juju, ils ont vu un petit peu comme toi. Mais c'est vrai que j'avais fait un petit peu le tour des équipes. La Visma, ça va jouer défensif, mais ça va quand même rouler sur les mecs s'il y a quelqu'un qui est dangereux. La Soudal, ça peut jouer l'échappée. La Lidl, ça veut jouer l'étape pour Skelmose. UAE, ça va vouloir jouer l'étape. La Red Bull, à mon avis, ça va contrôler pour Lipovic. Alors Vlasov, 124e, à mon avis, il est malade. Aujourd'hui, je pense que soit il est... Ouais, là il y a un problème. La Jayco, O'Connor peut être revanchard, je sais pas trop, mais ça peut mettre des mecs dans l'échappée. Decathlon, ça va jouer l'échappée. Ineos, effectivement, Thibaut, ça peut jouer, ça peut chercher à foutre un peu le bordel comme aujourd'hui. La Bahreïn, ça va jouer l'étape pour Lenny Martinez, c'est clair, parce que c'est aussi un bon profil pour Lenny Martinez. Il a un rapport poids-puissance qui est très très intéressant sur ce type de profil. La Picnic, ça va jouer l'échappée. Là, voilà, c'est la question que j'allais vous poser, parce que si on prend le Julien Alaphilippe à son prime, alors je vous le dis, avec le temps qu'il va faire et avec la pluie, j'y crois absolument pas. Voilà, par beau temps, je vous aurais dit peut-être. Mais Juju, pour toi, Julien, est-ce que le Julien 2025, est-ce qu'il a intérêt à la jouer? Alors dans ces grandes années, à la pédale, il pouvait jouer complètement sur ce type de parcours face à n'importe qui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, sur cette étape, il doit se retester face au leader sur ce type de profil? Ou est-ce que sa vraie chance, c'est pas d'aller tenter l'échappée matinale? Est-ce que Julien va attaquer, Juju? Je pense clairement qu'il va essayer de prendre l'échappée demain, comme le supposait hier Boris sur le podcast. Potentiellement, il peut être intéressé par un maillot de meilleur grimpeur, et il a déjà fait quelques points sur la première étape où il s'est montré offensif. Donc pour moi demain il va être offensif, il va être dans l'échappée. Après de là à savoir si avec le temps et en fonction de l'avance sur le peloton, il fera une belle place à l'arrivée, ça c'est joker. Toi Thibaut, j'arrive pas encore à bien définir sa forme. Après avec la pluie, moi je pense que il peut prendre l'échappée, mais je pense que Julien sous la pluie, on sait il aime pas ça, on l'a vu aujourd'hui, il faisait la gueule, il était pas content. Toi Thibaut, quelle stratégie pour Julien sur cette 5e étape? Bon, après, faut pas non plus sacraliser un élément comme ça, en sachant qu'il s'est déjà imposé sous la pluie et qu'il a déjà fait des résultats sous la pluie. Ouais, mais c'était, comme disait mon grand-père, c'était des gouttes qui mouillaient pas. Quand il a gagné sous la pluie, vraiment, c'était de la petite pluie fine. Mais vraiment, quand ça tombe, il déteste ça. Il le dit. Ouais, mais oui, il déteste, mais c'est pas pour autant. Il y a des coureurs, ils détestent les pavés, et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais sur les pavés. Oui, Bernard Hinault qui avait gagné Paris-Roubaix en disant que c'était une course de merde. Mais enfin voilà, je veux dire, au niveau de ses perfs. Qui aime la pluie?
Moi, j'adore ça, moi. Non, oui, moi et Tadej Pogacar, voilà. Poggi et moi, on est ensemble. Il y a des coureurs dès qu'il pleut, ils se transcendent et puis limite ils adorent ça. Bah mais tu demandes au choix, tout le monde préfère courir sous le soleil, c'est évident. Ouais, mais après, tu lis des interviews de coureurs, par exemple un mec comme Christophe Laporte, il a expliqué que, alors lui aussi préfère courir sous le soleil, mais que malgré lui, il se rend compte que ses performances sont meilleures sous la pluie. Agis pas au niveau tous les corps humains fonctionnent pas pareil et en fonction de la météo on réagit pas tous de la même manière. Ça c'est aussi quelque chose dans le cyclisme. Alors t'as des mecs comme Carapaz, eux ils sont hermétiques à tout, hein. Tu lui fous 75 degrés ou moins 30, le mec ils s'en fout, c'est pareil. Mais voilà, t'as des mecs qui aiment pas les variations. Tu as Gaudu par exemple, lui c'est les coups de chaud, hein. Si on prend 20 degrés du jour au lendemain, vous le voyez plus, il prend 20 minutes. Donc c'est voilà, tout ça c'est des petits détails. Donc toi Thibaut, donc Julien offensif ce jeudi. Ouais. Je pense qu'on va le voir à l'attaque. Je pense aussi, ouais. Je pense que son intérêt c'est la matinale. Donc là, Tudor offensif, Movistar. Non, moi je le vois pas sur la matinale. Ah, toi tu le vois vraiment avec les Angie Sidey, Julien. Je le vois attaquer dans le final dès les murs. D'accord. Ok, oui, ça peut être aussi. La Tudor peut être aussi une équipe donc qui peut aussi rouler sur les échappées et tenter peut-être pas forcément dans la dernière ascension, mais sur les 30-40 derniers kilomètres, effectivement, ça peut être une option. Cavagna, je suis à peu près sûr qu'il va tenter l'échappée. J'en suis quasi sûr. La Movistar, à mon avis, ça va protéger les leaders. Astana, ça peut jouer pour Champoupou. Enfin, ça fait quand même beaucoup d'équipes pour aller dans les échappées, hein. Total Energy échappé, Intermarché échappé, Alpecin, Cara Rural échappé, Uno X échappé. Donc en fait, c'est compliqué à dire parce que ça va dépendre vraiment du début de la course. S'il y a un groupe de 20-25 qui part et qui est pas dangereux pour le classement général, ça peut laisser filer et prendre 6-8 minutes. Après, s'il y a pas ça. Mais à nouveau, ils peuvent être récupérés. Ils peuvent être récupérés sur les derniers murs. Hein. Ouais. Offensif derrière. Oui, après si ça laisse filer en début de course, maintenant si ça met 1 heure pour sortir et pour prendre l'échappée et qu'en haut de Sainte-Catherine on n'a pas encore trouvé l'échappée, le truc c'est que ça va se former dans la côte de Thèves et une fois que ça s'est formé, on arrive à Chavanais, on prend la descente et il reste 70-80 bornes et là effectivement on va commencer à voir les trains qui vont se mettre en place pour faire du placement dans les ascensions et mécaniquement ça va revenir sur l'échappée. Moi je suis quand même très très partagé. Donc petit Juju, toi t'aimais bien Mauro Schmid, donc la cote à 21, est-ce que t'avais autre chose? Ouais, non, rien de particulier. Vu les match-up, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Mais non, c'est ton prono. C'est le seul coureur. Il y a encore beaucoup de coureurs bien placés entre le GC. D'accord. Toi, Thibaut, ton pronostic pour cette 5e étape? Vu comment il était incisif, ils ont malheureusement perdu Santi Bustrago. Il aurait travaillé pour Santi. On l'a vu qu'il montait en puissance, qu'il faisait du beau travail, mais qu'il roulait surtout pour les autres. Là, quand il roulait pour lui, il a été plutôt convaincant parce qu'il était suivi seulement de Jonas Vingegaard. C'est une montée quelque part qui convient aux punchers grimpeurs, mais aussi surtout au poids plume. Cette montée finale, j'aime particulièrement Lenny Martinez. Moi aussi, j'aime beaucoup Lenny Martinez. Alors après, le seul bémol que j'ai, c'était une interview de son père qui avait été interviewé, je me rappelle, en direct dans l'équipe, où il expliquait que quand il faisait froid et qu'il faisait pas beau, sa récupération était moins bonne. Mais lui, il parlait plutôt de 2-3 jours de mauvais temps d'affilée. Donc là, on n'a qu'une seule journée de mauvais temps. Donc bon, je pense que je pense que ça peut le faire. Effectivement, Lenny Martinez, c'est le deuxième nom que j'ai coché sur cette étape. La cote est à 17, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un autre nom qui te plaît, Thibaut? Dans un scénario d'attaque dans le final, parce que ça peut ne pas jouer aussi entre leaders, ou du moins ça peut être des leaders qui se détachent, etc. À voir le temps qu'il prend, est-ce qu'on miserait pas sur un mec local qui a repéré totalement l'étape, à savoir Aurélien Parapintre. En plus, on a vu que Félix Gall est en délicatesse, donc ça va ouvrir peut-être un peu plus de portes du côté de Decathlon AG2R le mondial.
Aurélien Paré-Peintre, le 26 février, il a fait une reco appliquée quand même de ce final et il l'a fait en entier. Dès le premier mur jusqu'au dernier. Après, il faudrait qu'il parte de loin parce qu'il a pris un tir aujourd'hui. Ouais. Mais justement, il va pas être. Il va pas attendre la montée finale, ça c'est sûr. De toute façon, dans tous les cas, dans la montée finale, il est très clairement finito face aux autres. Mais dans un scénario d'anticipation, est-ce que un Aurélien Paré-Peintre peut un peu faire la blague en sachant que lui, il va avoir l'avantage du terrain, parce que là, les coureurs, ils vont reconnaître un peu ce parcours et un parcours qui va être rendu aussi un peu dangereux et technique du fait des routes détrempées. Est-ce que c'est pas un avantage aussi, très clairement, d'avoir reconnu ces routes et de les connaître? Ah oui. De toute façon, on l'a vu avec la victoire de Vendrame aujourd'hui sur Tirreno, hein, voilà, c'est l'arrivée, c'était à côté de chez lui, donc ok, APP Aurélien Paré-Peintre, la cote allait à 101. Alors moi, scénario GCD, hein, Thibaut, je suis assez d'accord avec toi. La win et le top 3 de Lenny Martinez, ça me plaît bien. Skelmoseux encore, hein, moi ça me. C'est le deuxième nom en fait. Pour moi, s'il y a deux noms à cocher, c'est Skelmose et Lenny Martinez. On est d'accord. On est exactement sur les mêmes, Thibaut. Exactement. Voilà, Skelmoseux, on l'a déjà vu très performant sur la Flèche Wallonne. C'est le genre de mur, il court au millimètre. Hein. En ce moment, il est vraiment très... le mauvais temps, on sait qu'il aime ça. Donc la victoire, elle est à 6,5. Donc on peut imaginer qu'on aura du top 3 aux alentours de 2,25. Ça va être limite, hein, le top 3. Non, le top 3, ils sont en dessous. En dessous de 2 ? Ah oui. Oh, ça c'est pas... Ouais. Non, c'est sûr. C'est pas parce que la cote elle est à 6,5, il est deuxième favori des books. Ouais, mais le favori c'est Jonas, il est à 5. À 5. Donc, oui, mais c'est pas parce qu'il est à 5 que son podium, il va pas, par exemple, à Jonas, il va pas être à 1,4. Ouais, ça reste à... Ouais. Skelmoseux, c'est peut-être un coureur qui a peut-être... où la victoire n'est pas actée, mais le podium est quand même, il a quand même beaucoup plus de probabilité de faire podium que d'aller gagner. Donc à partir du moment où il a de fortes probabilités de faire podium et d'être dans les trois, sa cote elle va pas non plus être élevée. Moi je m'attends pas à ce qu'il ait une cote au-dessus d'un 75. Hein. Ok. Puis effectivement, je pense que les UAE, ils vont faire all-in sur Almeida sur cette étape, s'ils peuvent tenter le back-to-back et enfoncer un petit peu plus Vingegaard, parce que Vingegaard qui se fait taper par un lieutenant de Tadej Pogačar, ça aussi mentalement, ça peut aussi tirer la gueule, hein, quand même Vingegaard, hein, récupère le maillot jaune. Alors moi, sur un scénario échappé, il est bon, hein. Il est bon en ce moment. Il est chaud. Ouais, c'est son meilleur début de saison. Ouais. Ah non, les murs, il aime ça. Hein. Après, il aime les murs quand même un petit peu plus longs. Voilà. C'est pour ça que le mur final aurait fait le double, j'y aurais été. Là, il peut gagner, hein, mais là, sur l'étape de demain, j'irais pas. Mais moi, quand je te dis qu'il est bon, c'est que, franchement, je l'ai jamais vu autant explosif. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Alors moi, sur le scénario échappé, il y a un nom qui me plaisait bien, mais je vais pas y aller parce que je crois finalement plus trop au scénario échappé. C'était Kobe Gossens. Pour moi, on peut le laisser partir. Il fait 22e de l'étape aujourd'hui, donc c'est que les jambes sont bonnes. Donc, je pense qu'on peut le laisser partir en échappée. Si je veux quand même aller mettre une petite croquette là sur notre ami Kobe, parce que la cote elle est à 101. Donc je pense que s'il y a un gros groupe qui part, il est à quasiment 4 minutes au général. Je pense qu'on peut le laisser un petit peu partir et se replacer au classement général, parce que c'est pas le mec le plus dangereux de la terre. Il adore le temps dégueulasse. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le Kobe Gossens du début de l'année 2023, où il avait volé sur les courses de préparation en Espagne. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il est dans le même état de forme. Moi, c'est un coureur que j'aime bien. J'étais un peu déçu qu'il rate sa saison 2024. Donc voilà. Donc Kobe Gossens, la victoire à 101 que je doublerai avec un petit top 3. Voilà, je me dirais mini croquette, mini base, et voilà, on va faire un petit tour du côté des match-up. Toi Juju, je t'ai pas demandé si tu voyais un mec gagner dans le classement général, ça serait qui toi Juju? Ouais, c'est plutôt un gars qui a des punch, mon cœur balance entre Lenny et Jonas plutôt. Hein. D'accord, toi tu vois quand même, c'est vrai que Jonas sur le Pays Basque, il et sur le Pays Basque, il en avait claqué une, hein, comme ça, 2023 ou 2024. Et j'ai pas l'impression qu'il soit dans le même état de forme, donc
Ouais, mais est-ce que la mésaventure qui lui est arrivée sur la fin aujourd'hui va pas créer un sentiment de revanche demain et qui va vouloir montrer qui est le patron En sachant quand même, faut s'accorder, hein, mais des deux Visma, le plus fort, c'est très clairement Jorgensen. Jorgensen, il était en total contrôle. Hein. S'il pouvait sortir et rejoindre Vingegaard, il aurait pas été de la même équipe. Il faisait le bon et il faisait le bon plus rapidement que Joao Almeida. Hein. Sur la première attaque, pourquoi il a sur pas la première Almeida, hein. Non, mais enfin, je te parle pas sur le sprint final, mais je te parle sur les deux attaques de Lenny Martinez. Ouais, il était, oui, c'est vrai qu'il était un peu en contrôle derrière. Et puis d'ailleurs, pendant une partie de la course, du côté des commentateurs d'Eurosport, on avait l'impression que Jonas Vingegaard courait pour Jorgensen. Donc, ouais, parce que après, en soi, c'est même pas non plus étonnant de le voir se faire tréfler au sommet. Hein. Jorgensen, il est pas réputé pour son explosivité. Hein. C'est vrai. Petit tour du côté des match-up. Tu les as sous les yeux ou pas, Juju? Non. D'accord. Ok. Thibaut, toi, du côté des match-up, qu'est-ce qui te plaît? Rien. Ah, rien. Ouais, donc c'est vrai. Quoique. Bah, tu vas me dire Almeida devant Vingegaard? Exactement. Ouais. Oui, c'est, non, mais c'est... Honnêtement, on n'aurait pas été en cette saison. Je pense que j'y serais pas allé. Mais là, c'est vraiment l'explosivité qu'il a travaillé. Et je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu aussi tonitruant, Almeida. Pour moi, il a fait des progrès énormes en termes de kick. Hein. Ouais, c'est vrai il kickait bien sur les montées, on va dire, plus longues. On sait qu'il aime bien les murs, il a un côté un peu diesel, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il a progressé dans tous les domaines. La cote est à 2,10. Hein. Almeida devant Vingegaard, la cote est à 2,10. Moi, sur le reste, il y a pas, je vois pas grand-chose. Les petits malins, ils ont coté Scalmoseux contre Martinez. Vraiment des... Bah, évidemment. Ouais. Ça te paraît logique. Ils ont pas mis de bête contre Julien Alaphilippe. Ça, c'est bien dommage, mais oui, non, je vois pas. Non, voilà, petit Juju, hein, je te dis ce qu'on a. Pareil, Pintjegat, Gal O'Connor, Lipovic, Arensman, Martin, Steinhauser, Terrada contre Van Wilder, Ivan Romeo contre Raúl Garcia Pernia. C'est toi qui as sa jaune d'ailleurs de Garcia Pernia, non? Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Je le vois dans l'échappée demain. En tout cas, chez Arkea, ils avaient dit que si ils n'arrivaient pas à suivre, que ce soit lui ou Kostju aujourd'hui, ils changeraient leur façon de courir et potentiellement suivre les opportunités telles que c'était dit. Donc il y aura l'un ou l'autre demain dans l'échappée, moi, à mon avis. Alors Kostju, c'est aussi un pic que j'aime bien. Voilà, mais voilà. Ben Zwihoft. Ouais, juste entre Djegat et Paré-Peintre, c'est à mon avis en faveur de Paré-Peintre, non? C'est en faveur de Paré-Peintre, ouais. Djegat est à 2,25. Et donc Paré-Peintre à 1,5, c'est ça? Ouais, 1,57. Ouais. Djegat, la forme est difficile en ce début d'année quand même, et avec les recos de Paré-Peintre, tel que tu le disais, Thib, la cote est pas folle, mais il y a peut-être chose à aller chercher. Après, je veux dire un peu l'inverse. Moi, j'ai l'impression que Djegat, il se tape pour Steph Kras a abandonné. Donc, il se tape pour. Je pense que son objectif, ça va être de ramener un top 20 pour la Total Energy, parce qu'il y a des petits points UCI. Donc, Djegat va pas se relever de toute façon. Il va pas prendre les échappées. Par contre, Paré-Peintre, à un moment donné, s'il se fait reprendre, il va faire de la moulinette avant de rentrer à l'hôtel, quoi. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à partir sur Djegat. Mais parce que Djegat, lui, je sais. On va quasiment ensemble aujourd'hui. Ouais. Paré-Peintre a des leaders, donc il peut se relever, alors que Djegat, maintenant c'est lui le leader. Donc voilà. Bon, compliqué. Compliqué. APP est le décathlon le mieux classé là. Donc. D'accord, ok. Je pensais qu'il y avait un mec encore devant. Félix Gall est derrière. Oui, d'accord, ok. Oui, donc effectivement, il risque de. Oui. Donc dans ce cas-là, oui, c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Ouais, 1,57. Je sais pas. Moi,
J'irai pas. Puis un magnifique match-up à la fin entre deux coureurs de Side Limit, Pablo Castrillo contre Michael Storer. Voilà, match-up à l'avantage de Castrillo, 1,57 qui est aussi encore plutôt bien coté, plutôt logique. Donc moi, voilà. Les match-up de mon côté, je toucherai pas. On se fait un récap des bêtes avant d'attaquer sur le podcast suivant. Donc petit Juju, on rappelle ton prono ou tes pronos pour cette 5e étape de Paris-Nice. Ouais, sans doute un top 3 de Schmitt, et puis il y aura peut-être du live bet intéressant. Si avant le début des murs, il y a 3 minutes, ce sera pour le G6, quoi, à mon avis. D'accord, donc voilà, un top donc 3. Je pense que... sur Skelmoz ou Martinez, voilà, à ce moment-là de la course, ça peut être pertinent. D'accord, donc voilà. Pré-bet, Mauro Schmitt, donc cote à 21 la victoire et donc le top 3. Donc toi tu serais sur le top 3, donc je pense qu'on sera à 6 ou à 7 et tu gardes tes cartouches pour le live bet en fonction du scénario de la course, et c'est quelque chose qui est aussi très très intelligent. Et toi Thibaut? Moi, tu l'auras compris, hein, c'est du Lenny Martinez en gagnant et en podium. D'accord. Et écoute, moi je vais te rejoindre sur ça. Donc il y aura la victoire de Lenny Martinez, donc cote à 17 sur le BookRef. Je vais essayer de trouver un petit peu mieux après le podcast. BK 0,025, donc 2,50€ sur une bankroll de 10 000 €, 1,25€ sur une bankroll de 5 000 €, donc 0,0025. Le top 3, je l'ai pas encore, mais je pense que ça sera du 5 au 6 dans ces eaux-là, donc ça sera du 0,075% de bankroll, donc 7,50€ sur une bankroll de 10 000 € et 3,75€ sur une bankroll de 5 000 €. La victoire de Mathias Kelmose à 6,5 avec je pense une bankroll à 0,08, donc 8€ sur une bankroll de 10 000 €, 4€ sur une bankroll de 5 000 €. Et si jamais il y a du Mathias Kelmose aux alentours de 2,25 en top 3, à partir de 2,25, ça sera pris également sur 0,2% de bankroll. Je rajouterai également la victoire de Kobe Gossens à 101, donc ça sera 0,005% de bankroll, 50 centimes sur une bankroll à 10 000 € pour sa victoire. Et voilà son top 3, je rajouterai un petit 0,01% de bankroll, donc 1€ sur une bankroll de 10 000 € en fonction de la cote du top 3 qui je pense sera aux alentours de 30. Voilà les amis, vous alliez rajouter un petit truc? Ouais, juste que ça devrait être une belle course à regarder derrière son écran, avec cette fin d'étape, je pense qu'on va bien vibrer. Ouais, non, c'est sympa. Ouais, c'est souvent sur ce genre d'étape, c'est souvent là où on a le plus de spectacles. C'est mini Liège-Bastogne-Liège, comme on aime voir sur les courses à étapes et qu'on voit très souvent. Elle est super bien construite. Ouais, qu'on voit très souvent sur les, notamment sur les courses du Pays Basque. Voilà. Et puis le dernier mur, on l'a pas dit, à 11%. Voilà, et ouais, enfin tu l'as dit, pire que les murs de vie. On a hâte d'y être. Du 2 chiffres, exactement mon Juju. Et encore merci à Thibaut, merci à petit Juju pour la preview de cette 5e étape de Paris-Nice. Alors surtout restez connectés parce qu'il y a un nouvel épisode qui se prépare, c'est la preview de la 4e étape de Tirreno Adriatico, le 256e épisode du Coup Tordu que vous allez retrouver tout de suite.